N'hésitez pas, s'il y a des questions qui vous viennent entre-temps, à prendre la parole et allumer le micro, parce que pendant que je fais la presse et que je déroule ce que vous avez sous les yeux, tout simplement, je ne vous vois pas. Donc, comme ça, au moins, c'est réglé. Voilà, donc, alors, pour ma part, pourquoi j'anime cet atelier? Simplement parce que je suis consultante avec cette expertise en ingénierie de la certification. Alors, je connais très bien le domaine de la formation, parce que, j'allais dire, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Plus ou moins. En fait, j'ai démarré ma carrière professionnelle en créant un organisme de formation que j'ai géré, piloté pendant presque 20 ans. Et puis, voilà, je suis passée vraiment par tous les stades de formatrice, de gérante d'OF, puis de CFA. Et puis, il y a 4 ans maintenant, voilà, je suis tombée dans la certification qui est un autre pendant de la formation. Enfin, voilà, sujet auquel je suis totalement dévouée maintenant depuis 4 ans. Donc, avec pas mal de dossiers en cours, mais aussi pilotés, validés et voilà, intégrés aux 2 répertoires de France Compétences. Alors, pour cadrer un petit peu le sujet, j'ai procédé de cette façon, à savoir à qui se destine le lancement d'un projet de certification RS-RNCP. Alors, le vrai nom, c'est RSCH, le répertoire spécifique des certifications et des habilitations, et RNCP, répertoire national des certifications professionnelles. Donc, pour qui, pourquoi et comment fait-on pour se lancer dans ces projets? Donc, pour bien se situer, parce que je ne sais pas quel est, enfin, on a vu qu'il y a quelques personnes qui étaient déjà plus ou moins avancées sur le sujet de la certification, mais peut-être que pour certains, c'est encore une zone un petit peu floue. Donc, je vais faire quelques rappels. Je vais commencer par ça. Par rappeler ce qu'est concrètement une certification et à qui s'adresse cette démarche. Puis, on parlera de ce que ça implique de devenir certificateur, parce que c'est vraiment un rôle, une mission, voire un métier à part entière, et pourquoi il y a un intérêt à vouloir le devenir. Et puis ensuite, pour finir, les questions à se poser pour compléter le go, no go, c'est est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, est-ce que je suis prêt, est-ce que j'ai besoin encore de mûrir un petit peu mon projet, est-ce qu'il y a effectivement des voyants à faire passer au vert avant de se lancer dans un projet de certification pour le faire de manière sereine, parce que c'est une démarche qui est quand même énergivore, chronophage. Donc voilà, il ne s'agit pas d'une petite démarche administrative, c'est assez long et très prenant, donc voilà, faut être sûr de vouloir y aller avant de se lancer. Voilà, donc pour commencer, à qui s'adresse cette démarche? Eh bien, première petite chose à savoir, c'est que la création d'un processus certificatif, ce n'est pas uniquement réservé à des organismes de formation. En fait, n'importe quelle structure, quel que soit son statut juridique et quelle que soit sa nature, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être OF, on peut être voilà, une entreprise dans un domaine X ou Y, eh bien, on peut devenir certificateur. Voilà, c'est pas réservé aux OF, simplement parce qu'une certification n'est pas une formation, ce sont bien 2 choses différentes. Alors, j'aime bien donner cette image, cet exemple pour faciliter la compréhension. Quand on est dans une démarche de formation, on va comparer ça un petit peu à notre année de terminale qui va préparer au bac. Et donc, pendant toute l'année de terminale, je vais apprendre des choses, je vais suivre des cours de philo, de maths, d'anglais, enfin voilà, plein de choses. Et à la fin de l'année, je vais recevoir une convocation à un examen, enfin plusieurs examens. Alors, tantôt des écrits ou des oraux, il va y avoir différentes formes d'évaluation, et je vais être évaluée par des évaluateurs que je ne connais pas, qui ne sont pas mes professeurs, donc en l'occurrence, qui ne sont pas mes formateurs. Et ça, c'est la certification. Et c'est concrètement cette partie-là qu'on dépose auprès de France Compétences, c'est-à-dire qu'à aucun moment dans un dossier de France Compétences, on va aborder le sujet de la formation, enfin, en tout cas, si on l'aborde, c'est très vite fait. On ne va pas fournir de programme de formation. Ce sur quoi on va travailler, c'est vraiment sur l'aspect certificatif, c'est-à-dire sur les évaluations de compétences et non pas sur les moyens d'acquérir ces compétences. Voilà. Donc voilà pourquoi on peut très bien ne pas être organisme de formation. Bon, je vous avouerai que c'est assez rare. Parmi tous les dossiers que j'ai suivis, ça représente peut-être 10%, mais il arrive qu'il y ait des organismes qui ne soient pas des OF et qui soient certificateurs. Voilà, donc attention à cette erreur, une certification n'est pas une formation. Je le dis, je le répète, parce que ça entraîne souvent des confusions dans le dossier.
voilà, je suis sur un dossier en particulier, sur du RNCP. Et très régulièrement, par exemple, dans la procédure d'assurance qualité, il est question de la formation, on forme les candidats à, et très régulièrement, on parle de formation, de formation, de formation. Et en fait, j'ai tendance à dire aux clients, mais bannissez ce mot de votre vocabulaire parce que ce n'est pas ça que France Compétences attend de vous. Alors évidemment, les deux aspects sont complètement liés, mais il faut bien les décorréler pour ensuite entrer dans un volet du parcours de formation qui est complètement différent parce qu'il y a la partie formative qui permet d'acquérir les compétences et la partie certificative qui, elle, est vraiment dédiée à leur évaluation. Voilà. Bon, j'espère que je suis assez claire sur ce point. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, chez France Compétences, il existe donc ces deux fameux répertoires. Répertoire spécifique et répertoire national des certifications professionnelles, RS, RNCP. Donc, quelle est la différence fondamentale entre les deux? On va faire très simple. Eh bien, au RNCP, on va enregistrer un métier. Voilà, si on fait très simple, c'est ça. Donc, le RNCP concerne des métiers ou des groupes de métiers homogènes. On va y retrouver les diplômes. Donc là, c'est vraiment pour les titres d'État qui sont enregistrés notamment, enfin, entre autres, par des ministères. Les titres aussi des ministères, donc une petite nuance entre les deux, et les organismes, et les titres des organismes privés. On a aussi les CQP, certification de qualification professionnelle, qu'on va retrouver au RNCP. Donc, par exemple, quand on parle de métier, on va dire le métier de pâtissier, le métier d'ingénieur, le métier de formateur. Voilà, ça, c'est autant de métiers qu'on va retrouver au RNCP. Quand on parle du RS, répertoire spécifique, eh bien là, on va avoir trois types de certifications qui peuvent apparaître au RS. Les habilitations et tout ce qui relève des normes de marché. Je vous donne un petit exemple eh bien pour les électriciens. Tiens, les électriciens, pour pouvoir travailler sur le réseau électrique ou à proximité du réseau électrique, ils vont avoir différents types d'habilitation. On parle de B0, H0, B2, bon bref, c'est bon. Voilà, c'est une classification qui est propre au secteur de l'électricité. Et en fonction de l'habilitation qu'ils vont recevoir, eh bien, ils vont pouvoir travailler sur des zones de tension électrique plus ou moins fortes. Enfin, en gros, c'est ça. Et donc, ces habilitations, ça fait partie des choses qu'on va pouvoir trouver éventuellement au RS. On va trouver aussi les compétences complémentaires à un métier, les compétences transversales. Donc, pour faire la différence entre les deux, l'anglais, enfin en tout cas la maîtrise d'une langue étrangère, ça va être considéré comme une compétence transversale parce qu'il y a plusieurs métiers qui vont être amenés à utiliser des compétences linguistiques. Et puis, on va avoir des compétences complémentaires à un métier. Donc là, c'est vraiment, j'aime beaucoup cette image de rajouter une corde à un arc. Et je prends toujours le même exemple dans mes webinaires parce que j'en fais pas mal, mais bon, au bout d'un moment, je pense que les gens, ils doivent... J'imagine, quand ils m'écoutent, ils doivent précéder mes propos quand je prends ces exemples-là. Eh bien, on parlait du pâtissier tout à l'heure qui était enregistré au RNCP. Eh bien, si ce pâtissier suit une formation et ensuite fait évaluer ses compétences en cake design, vous savez, ces jolis enrobages de pâte à sucre et mise en scène de certains gâteaux et puis les décors divers et variés, voilà, qui font très envie, qui font briller les yeux. Ça relève du RS parce que c'est une compétence complémentaire à un métier. Et voilà, techniquement, il n'y a que les pâtissiers qui pourront acquérir ces compétences-là. Donc voilà pour la différence fondamentale entre RNCP et RS. Donc ça, c'est vraiment sur l'objet de chacun des deux répertoires. Et ça fait partie des choses quand on est porteur de projet en certification. C'est vraiment la question fondamentale, c'est la toute première question qu'il faut se poser. Vers lequel des deux répertoires je souhaite aller? Ma certification, est-ce qu'elle relève plutôt du RNCP ou est-ce qu'elle relève plutôt du RS? Parce que forcément, ça va complètement conditionner ensuite ce qui va être fourni au dossier de demande d'enregistrement auprès de l'un ou l'autre répertoire. Et là, Katharina, je te coupe un peu. Est-ce que pour ceux qui sont dans la démarche, ou en tout cas en réflexion, est-ce que c'est plutôt RS ou RNCP que vous visez? Dites-le nous si c'est RS, mettez un pouce en l'air. Si c'est RNCP, mettez-nous les confettis. On est plutôt un peu des deux. Non, quand même plutôt du RS, ouais. Plutôt RS. C'est assez souvent le cas pour des OF.
Ouais. Mais c'est, voilà, après, on voit un petit peu toutes les situations. Alors, moi, est-ce que c'est la force des choses? Je ne sais pas, mais si j'observe un peu mon activité, je fais, allez, on va dire 65% de RS et le reste en RNCP. Donc, il y a vraiment en tout cas, je trouve une majorité de demandes en RS plutôt qu'en RNCP. Après, c'est pas tout à fait la même démarche non plus, parce que forcément, quand on est sur du RS, on ne va pas avoir les mêmes exigences en termes d'éléments à fournir au dossier. Notamment au niveau des, bon, je ne sais pas comment on peut appeler ça, moi dans mon langage j'appelle ça des livrables, mais après c'est pas forcément le vocable qu'emploie France Compétences. Je vais vous en parler après de ce qu'on doit trouver dans le dossier et ce qui vraiment est propre à chacun des deux répertoires. Voilà, alors là, quel que soit le répertoire, que ce soit RS ou RNCP, à retenir, qu'est-ce qu'un parcours certifiant? Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Eh bien, on va devoir trouver des évaluations pertinentes, c'est-à-dire des modalités d'évaluation qui tiennent la route. Alors, France Compétences donne des indications à ce sujet en précisant que plus l'évaluation est proche de la réalité du terrain, du contexte professionnel, et mieux ce sera. Après, c'est pas toujours possible, hein, on peut pas toujours, voilà. Donc, ça peut être des évaluations écrites, des évaluations orales, voilà. Il y a des petites choses comme ça à savoir. Par exemple, quand j'ai des porteurs de projets qui me disent regardez, moi, mes évaluations, je fais que des QCM. Attention, là, c'est pas possible. En fait, on ne peut pas évaluer des compétences à partir de QCM. Les connaissances, oui, mais pas les compétences. Donc, on peut mettre un petit peu de QCM, mais pas trop. Voilà, faut pas en abuser dans des projets de certification. Il va falloir aussi s'entourer de professionnels extérieurs pour son jury, parce que les jurys d'évaluation ne peuvent pas être composés des formateurs qui ont préparé des candidats à la certification. Donc, il va falloir aller chercher des pros pour pouvoir évaluer les candidats. Il faudra aussi penser à aménager les épreuves en cas de besoin, notamment en cas de situation de handicap. Voilà, ça fait partie des rôles du certificateur. Et identifier, s'il y en a, des dysfonctionnements et faire évoluer le dispositif certificatif. Certificatif. C'est vraiment ce qui incombe au rôle du certificateur et d'ailleurs qu'il devra prouver au moment du renouvellement de la certification, parce que oui, il y a une chose à savoir, c'est qu'une certification n'est enregistrée que pour un temps limité au sein de l'un ou l'autre répertoire. Donc la durée maximale est de 5 ans. Pour un premier enregistrement, c'est plutôt rare qu'on obtienne 5 ans. Hein, du premier coup, en général, c'est bon, là, en général, c'est plutôt 3 ans, mais bon, après, c'est variable hein, selon les dossiers. Et donc, à l'issue de cette durée, il faut refaire une demande d'enregistrement et expliquer un petit peu à France Compétences toutes les évolutions qu'on a connues en tant que certificateur, les difficultés qu'on a rencontrées, qu'on a su dépasser, etc. Voilà, donc autant d'informations hein, qu'on doit obligatoirement transmettre à France Compétences. Voilà, donc pour créer un parcours certifiant, il faut absolument structurer son organisation. C'est vraiment de la même façon en fait que, on pourrait dire ça comme ça, que Calliope structure la formation, et bien là, la certification, alors attention à l'abus de langage, certification Calliope, certification RS-RNCP, c'est 2 trucs différents, hein. Mais la certification, c'est-à-dire l'évaluation de compétences, va venir cadrer toute la démarche certificative. Donc, et puis, puissance 1000. Voilà, sans vouloir effrayer qui que ce soit, mais voilà, on est sur un autre degré, tout simplement parce que ça va être vérifié par une instance d'État. Tout ce que vous allez mettre en œuvre pour bien cadrer vos modalités d'évaluation des compétences va figurer dans un document qu'on appelle communément procédure d'assurance qualité. Alors, parfois, elle revêt des noms un petit peu différents. Ça peut être règlement de certification, règlement d'évaluation. On s'en fiche du nom, l'idée, c'est un peu la même. C'est la Bible de la certification. C'est vraiment le document dans lequel vous allez décrire en détail tout le processus certificatif. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, combien de temps à l'avance on va convoquer les candidats? Quelle est la nature des épreuves? Combien de temps chaque épreuve va durer? Combien de temps à l'avance il faut rendre la composition pour que le jury puisse l'évaluer? Comment est-ce qu'on va briefer les jurys? Qu'est-ce qui se passe en cas de fraude? Qu'est-ce qui se passe en cas de situation de handicap? Etc. etc. Mais autant d'éléments qui vont être rédigés de manière à ce que si on a des mouvements personnels, par exemple, au sein de l'organisme certificateur, eh bien, ça ne posera pas de problème puisque
le mode d'emploi, en fait, c'est ça, hein, c'est un mode d'emploi, sera rédigé et à disposition du personnel, tout simplement, de l'organisme. Alors, souvent, je parle d'organisme certificateur. On peut très bien donc être organisme de formation et aussi organisme certificateur. Ce sont des rôles qui peuvent être cumulés. Hein. Je pense que vous l'avez compris, mais n'hésitez pas à me dire si ce n'est pas très clair pour vous. Voilà, donc là, la grande question aussi que beaucoup d'OF se posent, c'est pourquoi s'engager dans cette démarche? Parce que, bien compris, c'est pas simple, ça demande un peu d'organisation, de travail, et puis, voilà, comme on l'a dit, c'est pas une démarche administrative qui se fait comme ça, hein, ça demande quand même pas mal de temps et d'énergie, donc la question c'est, bon, l'investissement paraît grand, mais donc concrètement, qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, OF, si je me lance là-dedans? Eh bien, il y a plusieurs intérêts. Tout d'abord, contribuer pleinement à l'évolution et à la stabilité du marché du travail en validant les compétences de personnes qui se seront formées, mais aussi qui vont vouloir obtenir un parchemin, parce que le diplôme, alors dans le langage de la certification, donc le petit bout de papier là qu'on va remettre à nos titulaires, on ne va pas appeler ça un diplôme parce que ça peut porter à confusion sur certains points, mais on parlera d'un parchemin. Eh bien, ce parchemin-là, va attester des compétences professionnelles des titulaires. Et ce faisant, les titulaires, peut-être qu'ils vont pouvoir faire valoir leurs compétences, soit pour obtenir un contrat, un marché, ou encore un poste auprès d'un employeur. Donc, c'est vraiment, c'est un sésame quelque part, hein, c'est cette validation de compétences. Donc, en tant qu'organisme certificateur, on joue un vrai rôle, on engage sa responsabilité en validant les compétences des titulaires. Ensuite, ça permet, quand on est certificateur, si on le souhaite, ce n'est pas du tout une obligation, de créer un réseau de partenaires. Un réseau de partenaires, donc, qui va entrer ici dans les différentes parties prenantes de notre organisme. Réseau de partenaires, ça va être d'autres organismes de formation à qui on va donner la possibilité, encore une fois si on le souhaite, de former des apprenants et donc, ce faisant, leur donner la possibilité d'utiliser leur CPF pour se former et ou d'évaluer leurs compétences. Et donc, on voit qu'il y a quand même un business model derrière ça qui se dessine, qui peut être très intéressant. C'est comme ça qu'on a des certificateurs qui ont un ou plusieurs partenaires dans leur réseau. Et ça veut dire qu'en leur donnant accès à leur certification, en leur donnant la possibilité de rendre leur parcours de formation éligible au CPF, ils vont demander une contrepartie financière, vous l'aurez compris, pour le faire. Donc voilà. Après, la contrepartie, c'est quand on est organisme certificateur, il faut suivre de près, de manière très scrupuleuse, chacun de ces organismes partenaires, tout simplement parce que si l'un d'entre eux, de manière volontaire ou pas, s'éloigner du droit chemin, il faisait un peu n'importe quoi, eh bien, c'est le certificateur qui sera sanctionné et à qui on pourrait retirer la certification auprès des répertoires, ce qui sera un peu embêtant. Voilà. Et donc, notre organisme certificateur, il doit rendre des comptes, hein, clairement, auprès de France Compétences, qui joue un vrai rôle sur le marché du travail. Donc, il devra rendre des comptes, notamment en respectant les obligations réglementaires, en procédant à l'accrochage. Peut-être que vous avez déjà entendu ce terme, l'accrochage, au système informatique du CPF, c'est-à-dire qu'il va, par exemple, voilà, la session de janvier, il y a eu 15 candidats qui sont présentés à la certification, il y en a 10 qui l'ont réussi, il devra donc accrocher ces 10 personnes, c'est-à-dire les déclarer, donc remplir un document spécial, bon, là je vous fais grâce de ces détails techniques, pour informer la Caisse des dépôts et consignations que ces personnes sont titulaires de ces compétences, et donc ce faisant, ces personnes vont aussi apparaître au passeport des compétences, qui est un nouveau dispositif qui est mis en place à l'échelle européenne, qui va permettre aux employeurs, par exemple, d'aller vérifier que ces compétences, elles sont bien acquises par la personne qui se présente à un poste. Voilà. Et donc, notre organisme certificateur, il doit être en veille permanente pour savoir ce que sont devenus ces titulaires et pour voir aussi comment le marché du travail évolue, parce que peut-être, je pense notamment au secteur de l'informatique, qui va très très vite, eh bien, il va falloir aussi adapter et faire évoluer le référentiel de compétences en fonction des évolutions du marché du travail. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Est-ce qu'il y a des questions?
On peut prendre quelques questions si pour ceux qui veulent déjà faire un point avec Katarzyna. Je ne sais pas, Jérôme ou Lionel, qui c'est que je vois encore qui est toujours là? Aline? N'hésitez pas. Même pour partager votre expérience, hein, voilà, juste ça nous fera un petit feedback de ce que vous faites en ce moment. Oui, Aline, merci. Oui, bonjour. Je voulais savoir au niveau de l'évaluation de la certification, est-ce que ça peut être un autre formateur du même organisme de formation? Oui. En fait, le principe, c'est vraiment partir du principe, c'est un professionnel. Donc, les formateurs sont très souvent des professionnels aussi du secteur d'activité ou du métier visé. Du moment que cette personne n'est pas intervenue dans le parcours de formation de la personne qui se présente à l'examen, ça ne pose aucun souci. Donc, voilà, là, on est OK. D'accord, merci. Voilà. Et ça, effectivement, c'est un point qui est très, très important. Alors, parfois, c'est vrai que ça casse un peu les pieds des organismes de formation parce que il faut pouvoir mobiliser des jurys. Il faut pouvoir aller les chercher. Puis, en plus, un jury doit être indépendant, donc il ne peut pas y avoir de lien de subordination. On ne peut pas leur faire un contrat de travail dès lors que on les rétribue. Aïe, 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 attention, point de vue URSSAF, il va y avoir un lien de subordination, donc c'est compliqué. Donc, il faut prévoir de les dédommager et non pas de les rémunérer. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à penser de ce côté-là. Donc, oui, ça demande un petit peu de logistique. Mais d'un autre côté, dès lors qu'un formateur évalue ses propres apprenants, il y a un peu un lien de juge parti. Enfin, vous voyez, on serait tenté de favoriser, au contraire, peut-être de plomber un candidat. Donc, voilà, c'est pour ça que ça, c'est vraiment une exigence à respecter et qui est imposée par France Compétences. Et les modalités, Katarzyna, est-ce que du coup, c'est forcément une évaluation à l'instant T face à un jury ou ça peut être des cas présentés en manière asynchrone? Je pense notamment à des certifications peut-être plus sur des métiers longs. C'est pas forcément devant le jury à l'instant T, quoi. Exactement. C'est pas du tout. Les modalités d'évaluation ne sont pas obligatoirement en format synchrone. Donc, on n'est pas obligé de réunir les gens dans une salle avec une surveillance. On n'est pas obligé de faire en présentiel. Alors là, pour tout vous dire, j'ai passé une certification très récemment sur les méthodes agiles et j'étais face à un écran avec un temps limité pour traiter chaque question. Mais j'ai jamais eu un évaluateur en face de moi. Enfin voilà, et ça s'est fait de manière asynchrone, en distanciel, et ça s'est très bien fait comme ça. Mais en même temps, parce que la nature des épreuves se prêtait totalement à l'objectif de la certification. Donc voilà, après on peut tout imaginer, voilà, et justifier. Il y a une question qui est intéressante. Comment être référencé sur CERES pour aller chercher des jurys? Alors, c'est dans quelle… Oui, alors c'est quelle thématique? Je veux bien, Marie-Bert, service. Est-ce que tu peux prendre le micro pour nous expliquer? Ah, tu n'as peut-être pas le micro alors. Oui, il n'y a pas le son alors du coup. Il n'y a peut-être pas le son, ouais. Oui. Ah oui, vas-y, oui, c'est bon, on t'entend. Oui, oui, bonjour. C'est concernant, en fait, moi je suis déjà jury professionnel, donc effectivement les centres font appel à moi parce qu'ils me trouvent sur CRS, mais si moi dans le futur je veux aller chercher les jurys dans la thématique informatique, web, designer, webmaster, etc., comment je peux aller les chercher et comment je peux me connecter à CRS? Alors, je pense qu'il faut créer un compte, mais là, sincèrement, ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait cette manip-là, donc je ne vais pas m'engager à vous dire des bêtises à ce sujet. Maintenant, ce n'est pas du tout une obligation. Enfin, alors attention, je mesure mes propos. Si vous créez vous-même votre propre certification et que vous voulez mobiliser des jurys, vous n'êtes absolument pas obligé de passer par CRS pour aller chercher des jurys. Vous pouvez les mobiliser dans votre propre réseau ou celui de vos partenaires habilités. Voilà, il n'y a pas d'obligation en la matière. Voilà. Mais voilà, moi, je ne vais pas vous dire de bêtises parce que, sincèrement, alors après, je veux bien aller chercher, vous donner la réponse a posteriori, mais voilà, je ne veux pas m'engager dans une réponse qui pourrait être fausse.
Oui, ok, merci. Après, ce qui est intéressant, c'est surtout si on veut travailler sur le national. Donc, Oui, c'est vrai que dans CRS, voilà, on vous tout à fait. trouve, C'est et c'est vrai. ça qui est intéressant. Tout Ok, à fait. Tout merci. à fait. Je note en tout cas. Quel est ton prénom, Pierre, Pierre. Pierre? Voilà. Je note que tu maîtrises la plateforme, le site CRS. Comme ça, si on a des questions un jour sur le. Bah oui, carrément. Ça arrive pas souvent, hein, mais au cas où, je note Ok, cette merci. compétence. Et il y a une autre question, Katarzyna, sur le coût d'une certification sur quelle base on rétribue les membres du jury. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le coût d'une certification? Le coût pour le candidat ou est-ce que c'est le coût pour les partenaires habilités? Parce qu'en fait, il y a finalement plusieurs coûts. Si moi, je suis candidat et que je veux passer une certification, bien souvent, le coût de la certification est inclus dans le prix de la formation, quoique ce n'est pas systématique. Et c'est très variable d'une certification à l'autre. Là, il y a vraiment tous les prix. Alors, encore une fois, c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée. Alors, si je ne dis pas de bêtises, la dernière certif là, que j'ai passée, et le coût de la certif était inclus dans le prix de la formation. C'était une formation de 28 heures qui devait coûter quelque chose comme 2100 €, quelque chose comme ça. Donc, on peut imaginer que le coût de la certification, elle doit tourner aux alentours de 300-350 €. Donc, c'est aussi le montant. Alors, à l'époque où j'avais mon organisme de formation, j'étais partenaire habilité d'un organisme de certification, certificateur, et je lui ai reversé 350 € par candidat que je présentais à la certification. Donc là encore, attention, c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée parce que c'est totalement aléatoire d'un certificateur à l'autre. Les prix sont libres, hein. France Compétences n'impose rien sur le sujet. Et ensuite, sur quelle base on rétribue les membres du jury? Alors, là, on va aussi mener une réflexion sur le temps pendant lequel on a mobilisé le jury, s'il y a des frais de déplacement, s'il y a des frais de repas. Et donc, voilà, moi, ce que je conseille souvent dans ces cas-là, c'est vraiment de faire une enveloppe de frais, de dédommagement, où on va tout mettre à l'intérieur pour que le jury il trouve son compte aussi, hein, parce que c'est déjà bien sympa qu'il se déplace et qu'il donne de son temps. Bon, voilà, Oui. on sait bien que ce n'est pas gratuit non plus. S'il faut fidéliser en plus les gens, il faut trouver le compromis. Je pense que pour le certificateur, Ruby demandait le coût total. Tu as l'accompagnement pour ceux qui sont accompagnés. Après, tu n'as pas forcément de dépenses hors accompagnement pour le dépôt. Hein. Le dépôt ne coûte rien et vous pouvez déposer autant de fois que vous voulez, renouveler autant de fois que vous voulez. À ce jour, la démarche n'est pas payante. Après, à ce jour. Oui, ben oui, on ne sait jamais. Mais bon, sincèrement, je ne pense pas parce que ça reste quand même une manœuvre. Voilà, c'est un service de l'État. Hein, donc, après, les accompagnements, c'est variable. Si on est sur des accompagnements, comment dire, où le consultant, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais, mais après tous les consultants ne font pas la même chose. Je fonctionne en deux formules, c'est soit je vous apprends à créer une certification et je vous supervise, et donc finalement le gros du travail c'est vous qui le faites, moi je vous corrige et je vous aiguille sur ce qu'il faut faire et comment il faut faire, ou alors je rédige les documents sous votre œil parce que l'expert métier c'est vous. Et donc là, la partie rédactionnelle, c'est vraiment le consultant qui s'en charge. Mais après, vous avez différents accompagnements et différents tarifs. Les gros cabinets sont certainement plus chers que les petits. Donc, c'est très, très variable. Non. En tout cas, pour l'accompagnement, ce qu'on dit sur Web Connect depuis maintenant 3 ans, c'est que nous, on a un pool d'accompagnateurs qu'on connaît bien, qui ont des résultats, dont tu fais partie, Katarzyna. Donc, avant de vous lancer, voilà, beaucoup de recommandations. Partez pas avec n'importe qui parce que bon, après le marché c'est un petit peu réduit. Je pense que vous êtes un peu moins nombreux aujourd'hui Je pense aussi. Sur le sujet, c'est quand même un sujet complexe. Donc voilà, c'était juste mon petit spoiler alerte pour pas perdre du temps et de l'argent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous rencontrez un jour un consultant qui vous dit « je vous garantis l'enregistrement de la certification », vous partez en courant parce que ça, c'est pas possible. On ne peut pas garantir un enregistrement. Si on avait ce super pouvoir, voilà, en général, on est en mesure de dire « oui, là, on a toutes les chances d'enregistrer » ou « là, on émet des réserves ». Mais voilà, c'est quelqu'un qui vous dirait que c'est gagné d'avance. Non, non, surtout pas. Voilà. Allez, on continue le midi 3. Oui.
Oui, 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 je continue. Donc voilà, concernant les opportunités, bon, on l'a déjà un petit peu dit, l'une des principales, et c'est souvent ce que visent les organismes de formation, c'est l'accès au financement, notamment au CPF. Mais après, c'est pas que ça, c'est aussi un vrai avantage concurrentiel de proposer une certification parce que ça offre un vrai repère sur le marché du travail. Donc voilà, c'est quand même pour se différencier d'autres organismes et pour valoriser les compétences transmises. C'est une vraie opportunité que de déposer une certification, mais ça se mérite parce qu'effectivement, c'est pas si simple. Voilà, donc comment devenir certificateur? Eh bien, dans l'ordre ou pas, peu importe, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra identifier les compétences professionnelles auxquelles vous préparez vos apprenants. On peut un petit peu comparer, assimiler ces compétences professionnelles aux objectifs de votre formation, puisque les objectifs de formation sont introduits par des verbes d'action, tout comme les compétences professionnelles. Donc souvent, on va pouvoir trouver un corollaire entre les deux. On va bien vérifier l'adéquation de ces compétences professionnelles avec les besoins du marché du travail. Ça, c'est essentiel dans le dossier, c'est vraiment un point central. Il va falloir démontrer à France Compétences que vous avez identifié les besoins du marché du travail et que vous étayez vos propos avec des chiffres, des sources, des faits, et que ces besoins, eh bien, vous allez y répondre grâce à votre certification. Ça, c'est essentiel. On va aussi regarder un petit peu ce qui se passe du côté des autres certificateurs, sachant qu'il n'y a absolument pas de barrière à l'entrée. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que si une certification est déjà enregistrée, est-ce que je vais pouvoir moi-même enregistrer ma propre certification? L'un n'empêche pas l'autre, attention, jamais de copier-coller d'une certification existante. Mais voilà, vous voyez, sur des sujets en esthétique, par exemple, sur la prothèse ongulaire ou ce genre de choses, eh bien, on va avoir plusieurs certificateurs enregistrés et ça ne pose aucun problème. Réfléchir à l'intérêt ou pas de créer des partenariats, en tout cas au tout début. Parfois, c'est peut-être viser un petit peu trop haut selon comment on est armé pour le faire ou pas. Donc, ça dépend. Mais donc, il faut y penser dès le départ. Et surtout, tester et ajuster votre dispositif certificatif. De toute façon, on ne peut pas enregistrer une certification, que ce soit ORS ou RNCP, sans démontrer à France Compétences que on a déjà un certain nombre de titulaires qui ont ces compétences, donc que vous avez formés, à qui vous avez transmis ces compétences, et qui les utilisent sur le marché du travail. Donc, tant qu'à faire, autant mettre en œuvre vos évaluations et montrer comment les personnes qui les maîtrisent s'en servent dans leur quotidien professionnel et quel impact ça a sur leur quotidien professionnel. Voilà, et donc là, vous trouverez en résumé les différents éléments qu'on va trouver dans le dossier qu'on va livrer à France Compétences. Donc, il y aura, et ça c'est valable pour les deux répertoires, un référentiel de compétences et d'évaluation ou référentiel d'activité de compétences et d'évaluation. L'activité, c'est pour les RNCP, pour le RS, il n'y en a pas. La note d'opportunité économique et sociale du projet, donc c'est une espèce de dissertation géante de plusieurs dizaines de pages souvent. Alors, la longueur n'a aucune importance. On peut avoir une super note d'opportunité en 25 pages et parfois, on en a qui dépassent les 100 pages parce qu'il y a plein de choses à dire. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas juste une feuille recto verso, c'est vraiment un document dans lequel on va démontrer ce qu'on disait tout à l'heure, les besoins du marché du travail, comment est-ce qu'on y répond, etc., etc. Ensuite, on aura la valeur d'usage. Alors ça, c'est vraiment particulièrement sur le RS ou le suivi de l'insertion professionnelle pour le RNCP. Donc, on va démontrer à France Compétences combien de personnes on a formées et surtout combien de personnes on a évaluées à ce jour sur les compétences du référentiel que l'on présente et comment ces personnes se servent de leurs compétences dans leur quotidien professionnel. Voilà. Il faut vraiment montrer que ça a été mis en œuvre. La fameuse procédure d'assurance qualité, donc le fameux document, la Bible de la certification que je mentionnais tout à l'heure. Et enfin, un modèle de convention de partenariat, même si vous n'avez pas l'intention de vous lancer dans un partenariat, c'est toujours bien de se projeter, de montrer à France Compétences que vous vous projetez. Donc, cette convention de partenariat, fournissez-la, c'est toujours un bon élément. J'ai vraiment mis les points principaux ici parce qu'après, il y a des petites choses et des petites variantes d'un répertoire à l'autre qui vont apparaître dans le dossier. Mais bon, voilà, là, c'est vraiment un petit atelier aujourd'hui. Donc, le but n'était pas
de rentrer plus dans le détail. Oui, et j'ai partagé, je ne sais pas si c'est le bon lien, Katarzyna, tu me dis, parce qu'on nous posait la question pour où trouver les bases officielles. Donc là, j'ai été sur France Compétences. Oui, voilà, comment créer un compte. Je crois que du coup, tu as tous les documents. Voilà. Tout à fait. Oui. Tout à fait, tout à fait. Bon, là, je vais vous l'envoyer si vous voulez, ce petit support. Vous avez des petites études de cas qui vous permettent de tester un petit peu la compréhension de ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Voilà, bon, mes coordonnées, si vous souhaitez, s'il y a des questions qui vous viennent par ailleurs, n'hésitez pas, du coup, si vous avez d'autres questions. Voilà, c'est... super, merci beaucoup, Katarzyna. Je vais enlever l'enregistrement, comme ça, on pourra parler de manière un peu plus libérée.